Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Chelsea. Voilà, j'espère que tu vas bien, d'accord? Moi, je vais super bien, je pète la forme, peut-être parce qu'il fait beau. Qui n'aime pas le soleil, hein? D'accord, voilà, aujourd'hui je te reviens avec une vidéo d'un agriculteur, un peu comme je le fais depuis quelques semaines déjà, qui s'appelle Richard. Richard nous parlera de semences anciennes reproductibles, d'accord, à la face de Monsanto. Et il nous parlera aussi de comment devenir rentier sur micro-superficie. Disons que c'est une idée qui lui est venue, voilà, sur laquelle il travaille depuis quelques mois déjà. Donc voilà, il te dira tout, je te laisse découvrir par toi-même. Je profite aussi de cette vidéo pour parler une fois encore du Forum T, d'accord? Le groupe WhatsApp que beaucoup d'entre vous connaissent déjà n'existe plus, disons. Donc voilà, le groupe WhatsApp s'est transformé en Forum T parce que c'est simplement plus accessible, les informations sont, disons, retenues, c'est simplement plus efficace, ok? Donc il te suffit juste de t'inscrire pour commencer à partager toi aussi avec tout le monde, voilà, de tous les pays, Mali, Gabon, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Tchad, Centrafrique. Vraiment, ça, c'est le forum de l'Afrique sur l'agriculture, l'élevage, l'immobilier, tout ce qui concerne la terre, la pisciculture, l'apiculture même, on a des experts en apiculture, donc vraiment je te conseille d'y aller sans plus tarder. Le seul truc que voilà je te conseillerais, c'est de ne pas simplement être un récepteur, mais d'être aussi un donneur, d'accord? Ne sois pas les gens qui sont en sous-marinage là, qui regardent seulement mais qui ne participent jamais, parce que si ce n'était vraiment la bonne volonté et la générosité de beaucoup, heureusement le forum n'existerait même pas. Donc vraiment dis-toi que ça c'est l'œuvre de tout le monde. Ok, c'est pas mon forum, non. C'est le forum de tous et on doit tous participer. Voilà, si tu as une expérience, une question, un retour, même s'il est négatif, c'est pas grave. Au moins, je saurais que je dois pas peut-être aller construire une porcherie sur pilotis parce que je sais que c'est une mauvaise, tu vas pas eu de bons résultats, par exemple. Tu vois? Donc, partage, positif, négatif, ça, peu importe. Il s'agit là vraiment de croiser en fait les informations que chacun de nous a dans son coin ou n'a pas dans son coin pour voilà, faire quelque chose de plus beau et de plus utile pour tout le monde. Donc voilà, je te laisse regarder la vidéo et ciao. Bonjour Richard. Bonjour Chelsea. Bon, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui. On avait déjà fait cette vidéo-là, mais on remet ça sur la table parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Donc, exactement. Est-ce que tu veux bien te présenter pour mon public? Oui, écoute, Chelsea, merci de me donner l'occasion de faire cette vidéo, d'apparaître sur ton channel YouTube qui est quand même qui est très visité. Félicitations pour tout ce que tu fais. Mon nom est Richard Menga, je vis au Canada depuis, ma foi, 27 ans. Ça fait 7 ans que j'ai entrepris des activités agropastorales au Cameroun. Je suis le propriétaire de la ferme de Lolodorf, qui originellement était une exploitation agricole, un champ, mais qui s'est développé aujourd'hui, particulièrement cette année, avec le lancement des semences à pollinisation ouverte, donc des semences naturelles, on se spécialise là-dessus, des semences très rares qu'on va chercher partout dans le monde. On fait du conseil aussi, gestion conseil d'exploitation, et nous sommes distributeurs d'engrais bio-organiques à très haut rendement. Donc pour le moment, nous sommes là, nous avons d'autres projets à venir, mais je ne peux pas en parler jusqu'à présent. D'accord, Richard. C'est vrai que tu as un peu pris ma seconde question, mais je vais seulement te demander, c'est clair que ce n'est pas ça, le métier d'agriculteur, ce n'est pas ton métier d'origine. Pourquoi cette transition? Pourquoi tu t'intéresses au métier de la terre? Pourquoi? C'est pas très compliqué. Je me souviens, j'avais 10, 11, 12, 13 ans. On avait un terrain à Yaoundé, à Titi Garage, à Yaoundé. Et chaque samedi, ma mère nous y amenait. Je n'aimais pas ça particulièrement parce que pendant que mes amis jouaient au billes ou je ne sais pas trop à quoi ils jouaient, moi, je montais dans le pick-up puis j'allais au champ. Ma mère a toujours adoré ça. Et puis au village, quand on y allait pendant les vacances, à peine arrivé, on n'avait même pas débarqué les choses de la voiture qu'elle se retrouvait déjà derrière la maison avec une houe. On la cherchait partout, mais elle était déjà en train d'utiliser la houe. Alors, ça m'a donné cette passion. Et puis, ma mère est décédée en 2012. Mais avant de partir, elle m'a fait promettre que je développerais le village et particulièrement l'agriculture. Et je lui ai dit, maman, je te fais cette promesse-là. Je vais développer le village, je vais lancer une exploitation agricole pour que ça profite aux enfants, que ça profite aux femmes. Donc, je suis dans cette promesse-là, qui est encore une promesse qui n'est pas encore réalisée, mais on arrive à ça. Et c'est de là que ça part, en fait. C'est vraiment très, très louable. Hein. Moi, je ne peux que te féliciter, vraiment. Merci. Ouais. Tout à l'heure, tu nous as dit, en fait, que comment se développait
ton projet agricole au Cameroun, mais comment est-ce que tu commences? C'est-à-dire, quelles sont les premières bases en fait de la ferme de Lodov? Dans quelle spéculation, dans quelle culture tu commences pour arriver où tu es aujourd'hui? OK, Chelsea, je crois que nous sommes tous membres de certains groupes, donc tu connais une partie de l'histoire, mais je vais la raconter pour nos chers auditeurs ou l'audimat de ta chaîne YouTube. J'ai commencé en 2012, j'ai acquis un terrain au village de, je crois, 5 hectares, et je l'ai fait défricher, j'ai planté là avec des ouvriers. Malheureusement, c'était devenu le champ du village, c'est-à-dire les 5 hectares de plantain. C'était la spéculation que j'avais vue comme étant la plus rentable. J'ai fait tous les calculs financiers à partir d'informations que j'ai pu avoir dans certains magazines au Cameroun sur l'agriculture. Et je me suis royalement planté. Premièrement, le plantain, c'est une culture très facile à voler. Deuxièmement, les employés ne sont pas très fiables. Et puis, en fait, j'ai eu un set de problèmes. Alors, je suis allé acheter un autre terrain, toujours au village, un peu plus loin. J'ai fait acheter par mon frère. Il ne m'a jamais dit que c'était à 3 km dans la forêt. Donc, j'ai acheté ce terrain, mais il a fallu construire une route. Et puis, il y avait des rivières. Donc, on parle de 4-5 ponts qu'il a fallu construire. Donc, c'était toute une autre histoire. Alors, pour faire une histoire courte, c'est cette partie que je suis en train de développer aujourd'hui. J'ai traversé monts et vallées pour arriver là. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est cet enseignement que je veux donner à ceux qui se lancent en agriculture, particulièrement ceux qui sont dans la diaspora, ou même ceux qui sont de la diaspora, ou même ceux qui vivent au Cameroun, qui se lancent en agriculture. Il y a des prérequis et il y a des règles qui sont inviolables, parce que si on les viole, on n'arrivera nulle part. Ouais, ben ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Donc, du coup, tu commences justement avec le plantain là et tu mets vraiment du temps à trouver ta niche, à trouver vraiment le secteur dans lequel tu dois être. Parce que vraiment, l'agriculture ou les métiers de la terre, c'est une niche, certes, mais elle est vaste, elle est énorme. Comment est-ce que L'agriculture est... aux semences, en fait, ce dont tu as parlé en début de notre interview, comment est-ce que tu arrives à cette super niche-là? Moi, j'appelle ça les micro-niches, les semences. Ben, ce qui se passe, c'est que je me lance en agriculture, je me lance dans le plantain, ça ne marche pas, ou ça marche plutôt bien, mais pas pour moi, okay? Pour les villageois, pour les habitants du village. Ensuite, sur l'acquisition du nouveau terrain, je me lance dans le maraîcher, cycle court, on me dit à très haut rendement, je me lance, j'échoue plusieurs fois. J'achète des semences, par exemple, de piments qui sont, je ne vais pas citer le nom, mais des semences de piments qui sont commercialisées au Cameroun. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça germe plus ou moins bien. C'est des semences qui coûtent extrêmement cher. 6 boîtes, ça coûte 300 000 francs CFA. On n'a pas les résultats escomptés. Alors, je me dis, OK, comment faire? Je suis biochimiste de formation, donc j'ai pris des cours de biochimie végétale et je replonge dans ces connaissances que je n'ai pas utilisées depuis une vingtaine d'années. Je commence à fouiller, puis je demande aux gens au Cameroun, à mes employés, mes techniciens, est-ce que vous pouvez commencer à fouiller dans les villages pour trouver des semences ancestrales de piments, les semences de nos grands-mères qui sont souvent derrière les cases. Alors, ils arrivent avec 6, 7, 8 semences différentes de villages différents, puis on commence à faire une sélection sur plusieurs cycles. Et c'est à partir de ça, de cette sélection-là, que je réussis à obtenir des semences qui sont à haut rendement, qui sont résistantes et qui sont pérennes. Ce sont les 3 critères que je cherchais, que je n'avais jamais pu obtenir avec les semences que j'achetais sur le marché. Donc, on a commencé par ces semences-là, on les a expérimentées, on a eu de bons résultats. On avait des amis en Côte d'Ivoire qui voyaient ce qu'on faisait sur Facebook. Ils nous ont demandé ces semences-là. On a commencé à les commercialiser en Côte d'Ivoire. Ça allait très bien. On est allé au Burkina Faso, qui est un pays agricole plus important que la Côte d'Ivoire. Ça nous a surpris. Ça allait très, très bien. Et c'est comme ça qu'on est rentré dans les semences de piment et puis plus tard vers autre chose aussi. Donc, voilà la genèse de l'histoire des semences. Waouh, c'est vraiment intéressant. À la face de Monsanto, j'aimerais dire, on ne parle pas de F1 voilà, qui peuvent se reproduire. On peut récupérer les semences, les graines des plants qui vont pousser. Donc, vraiment très intéressant. Exactement, parce qu'un des soucis que nous avions aussi, c'était le souci de l'agriculteur paysan. Parce qu'on peut dire qu'il y a plusieurs variétés d'agriculteurs, comme il y a plusieurs variétés de semences. Il y a
l'agriculteur qui fait de l'agro-business, qui investit de l'argent, puis qui veut des gros rendements. Il y a l'agriculteur du village qui veut juste quelque chose qui puisse lui donner de l'argent pour se nourrir et envoyer ses enfants à l'école. Et puis, il y a des passionnés qui font quelque chose juste pour s'amuser. Alors, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir des semences qui peuvent correspondre à tous ces types d'agriculteurs? Et c'est en réfléchissant là-dessus que nous avons dit, OK, ça prend des semences à pollinisation ouverte, c'est-à-dire qui sont reproductibles. Alors, le consommateur achète des semences et puis il peut utiliser la même semence, elle va se multiplier, ce sera la semence mère, puis plus tard, il peut même faire de la sélection pour avoir une meilleure semence avec le temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, c'est que, ayant eu le succès avec ces semences de piment, j'ai commencé à faire virtuellement le tour du monde. Je suis allé chercher, par exemple, des semences de maïs qu'on ne trouve pas normalement, ou plutôt qui sont rares. Ce sont des semences qu'on trouve au Chili, qu'on trouve dans le bas du Mexique, qu'on trouve aussi dans les pays d'Asie du Sud-Est, qui sont extrêmement rares et dont le matériel génétique est en train de se perdre. Donc, un des buts cachés de ce que je fais, c'est de créer une banque génétique de nos semences, des semences mondiales, pour qu'on puisse à tout moment les retrouver. Quelque chose qui est plus difficile chez nous, c'est de trouver nos propres semences, nos propres semences ancestrales. Et c'est d'autant plus difficile que l'information n'est pas partagée. Alors que du côté occidental, on partage l'information, c'est sur des sites web, on peut trouver un paquet de semences mondiales. Au Cameroun, c'est très difficile. Quand quelqu'un a sa semence, il veut la garder pour lui, il ne veut pas partager ce patrimoine. Or, ce qu'il oublie, c'est en partageant ce patrimoine qu'il est capable de pérenniser ce patrimoine, justement, parce que lui-même, il peut perdre la semence. Voilà. Donc, nous avons introduit, par exemple, des semences de tournesol au Cameroun pour certains amis. Et qu'est-ce que nous avons fait? Au lieu de les vendre, on avait 2-3 kilos, nous avons donné et nous donnons à certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des problèmes de ressources humaines dans notre exploitation, comme dans toutes les exploitations. On n'a pas pu les mettre en sol. Alors, au lieu de perdre ces semences qui risquaient d'arriver à péremption, on a préféré les donner à nos clients gratuitement comme cadeau, en sachant qu'ils vont les planter et quand nous, on aura besoin de semences, on va leur demander, est-ce que vous pouvez nous redonner un peu de semences? Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, il faudrait que l'Africain, que le Camerounais, l'Africain en général, apprenne que partager est dans son propre intérêt. Donc, c'est cette démarche que nous mettons sur pied. Partager, c'est vraiment une richesse. Hein? Et l'exemple que tu viens de donner, en fait, ça en est l'exemple simplement, ce que tu viens à peine de dire. J'aimerais revenir sur un point. D'habitude, on dit que les semences commerciales, je disais c'était tout à l'heure, les F1 et tout ça, sont plus productives que les semences anciennes, paysannes et tout ça. Je dis, quel serait l'intérêt d'un agriculteur qui mise tout sur sa production d'aller vers des semences que comme tu les as décrites, que tu commercialises là? La pollinisation ouverte. OK. Ça, ce n'est pas très compliqué. Des semences hybrides sont des croisements de plusieurs types de semences. On cherche des caractères spécifiques. Par exemple, une semence de piment est peut-être résistante à tel type de maladie, à un virus, la mosaïque ou quelque chose comme ça. Ben, on va croiser cette semence-là, cette variété-là, avec une autre variété qui est productive. Donc, on va avoir une semence qui est productive et qui est résistante à une maladie. Tu peux trouver des semences qui sont déjà résistantes à une maladie et qui sont productives. Il suffit simplement de fouiller, d'avoir l'information. Nous avons cet avantage au Cameroun ou en Afrique que nous avons une richesse variétale qui n'a pas de nom. Il suffit juste qu'on se mette à chercher et à fouiller. L'avantage donc pour un agriculteur de prendre nos semences, c'est qu'il a des semences à pollinisation ouverte, il pourra les perpétuer lui-même. La deuxième chose, c'est qu'il a simplement des semences naturelles. Il n'y a aucune modification faite là-dedans. S'il y a modification, ce sont des modifications naturelles qui arrivent par des mutations génétiques de la variété elle-même. C'est une chose de la vie, c'est tout à fait normal. Ce sont des semences aussi qui sont adaptées à notre terroir. Le sol latéritique, par exemple, ou ferralitique qu'on trouve dans tout le sud, le grand sud Cameroun, est un sol qui est pauvre en général. Ces semences qui poussent dans ce sol pauvre ont probablement développé des stratégies au niveau des gènes d'extraction du peu de matériel, ou plutôt du peu de nutriments qu'on peut trouver dans ce sol. Donc, on a des semences qui sont adaptées à notre terroir, des semences qui sont adaptées à nos conditions
pédologiques ou édaphologiques des sols. On a des semences qui sont adaptées à notre environnement. Et on a des semences qui sont des semences simplement de nos habitudes culturelles. On sait qu'on mange notre piment, on sait pourquoi on le prend, on le veut parfumé, très piquant. Ce sont nos semences à nous. Et c'est ce que je recommande à nos agriculteurs, de prendre des semences du terroir. Vraiment, vraiment très, très intéressant. Très intéressant. Alors, j'aimerais donc à ce niveau que tu fasses un petit tour en fait des services que tu proposes. OK. Depuis 1 an, je me suis lancé dans un projet qui est un peu plus délicat. Je vais t'expliquer pourquoi. Je me suis rendu compte après 7 ans en agriculture que je faisais du surplace. J'investissais beaucoup, beaucoup d'argent et je ne gagnais rien du tout. Et en discutant avec des amis, je me suis rendu compte que je n'étais pas un cas isolé. C'est pratiquement, je dirais, 90% des gens qui investissent en agriculture qui font des calculs avec une calculatrice. Et ça ne donne jamais, quand on arrive sur le terrain, c'est toujours, on doit marcher avec un docteur Chelsea à côté parce que l'AVC n'est jamais loin. Alors, je me suis dit, OK, il faut résoudre ce problème. Un des problèmes que nous avons, ce n'est pas le problème des employés. Oui, nos employés, on a des problèmes de ressources humaines, mais ça existe partout, dans toutes les plantations, toutes les exploitations agricoles, que ce soit au Cameroun ou à l'extérieur. La gestion des ressources humaines est compliquée. Un des facteurs importants dans ce que nous faisons, c'est le choix des spéculations et c'est la stratégie que nous mettons en place. Je suis à l'étranger. J'ai une plantation à 12 000 km. Je me lance dans la tomate. Comment est-ce que je vais faire pour surveiller que c'est 100 cajous qui sont sortis au lieu de 500? Je ne le saurai jamais. Est-ce que les employés ont une rigueur au travail? Je ne le saurai jamais. Donc, il y a d'abord un premier fait, c'est le choix des spéculations. Et tout le monde se lance dans la même chose. Il y a 5-10 ans, on a dit le poivre de Penja, c'est de l'or, il faut vraiment avoir une plantation de poivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est lancé dans le poivre et le poivre qu'on vendait au kilo à 15, 20, 25 000 commence à descendre à 10, 8, 7 000 le poivre de Penja et avec la pression même que ce poivre subit des bioagresseurs, entre autres. Donc, je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose en agroéconomie. Le choix des spéculations, la stratégie financière de l'agriculteur. Donc, je me suis lancé là-dedans, avec les semences à haut rendement de piment, mais je commence à aller chercher des variétés ou des spéculations à très haut potentiel qui ne sont pas cultivées au Cameroun, mais dont les produits sont consommés au Cameroun. Prenons par exemple la pomme dite de France. Okay. Nous avons fait un essai dans le passé qui n'a pas donné de résultats, mais ce n'était pas parce que ça a été mis en sol, c'est que quand c'est arrivé, simplement, le plan n'était pas viable. Mais le Cameroun importe, chiffre de 2013, 4 milliards ou 5 milliards de francs CFA de pommes. On dit de France, mais venant d'Afrique du Sud généralement. Ça, c'était en 2013. Nous sommes probablement à 7-8 milliards aujourd'hui. Ça, c'est en importation. On en produit très peu au Cameroun. Alors, c'est un marché niche et hautement rentable. J'ai donc fait des recherches pour aller chercher une variété qui puisse s'adapter au terroir camerounais. D'ailleurs, on a déjà cette variété-là, quelques plants qui produisent depuis 3-4 ans dans l'Ouest Cameroun. On a ici et là à Tonga, à Bertois, et dans je crois que tu avais peut-être essayé cette variété, si je me souviens bien. Donc, on a des essais déjà in situ sur place. Nous, on importe maintenant à partir de décembre, on aura à peu près 400 plants de cette variété-là que nous allons mettre à la disposition des Camerounais, de gros industriels qui commandent pour plusieurs hectares, mais aussi pour des gens qui voudront acheter 1 plant, 2 plants, 3 plants. Malheureusement, quand on nous demande, OK, est-ce qu'elle pousse au Cameroun? On peut montrer des vidéos, par exemple, de ce qui se passe à l'ouest, puisque ça produit déjà. Mais quand on nous demande dans des zones agroécologiques comme le sud, le centre, on est obligé d'inférer que si ça pousse à l'ouest et si ça pousse au Nigeria, par exemple, qui a un climat frontière Bénin qui est similaire à celui du sud Cameroun, d'inférer que ça va pousser au Cameroun. Mais nous sommes certains, il n'y a pas de problème, nous avons importé aussi des semences de papaye à très haut rendement d'Asie du Sud-Est, qui vont produire 6, 7, 8 fois plus que la variété de la papaye solo que nous avons au Cameroun. Donc, tu vois qu'il y a un gros focus vers le rendement, vers l'agroéconomie, vers amener le cultivateur à ne pas penser juste plantain, mais à penser unité de superficie, unité de surface par unité de temps, donc un rendement dans l'espace et dans le temps. Voilà. Et ceci m'amène justement à la question suivante.
Les termes agroforesterie, agriculture bio-intensive, je sais que ce sont des trucs qui t'intéressent. Est-ce que tu Oui. pourrais me développer un peu là-dessus? Et justement, c'est un peu ce que tu viens de dire. Effectivement, qu'est-ce qui se passe, c'est que j'ai essayé beaucoup des produits qu'on trouve sur le marché pour l'engraissement des sols. Enfin, pas l'engraissement des sols, de la plante. Il y a une différence entre engraisser une plante, nourrir une plante et nourrir un sol. Quand on nourrit une plante, c'est comme un médecin qui donne des intraveineuses, une perfusion à un malade pour le remettre d'aplomb. Mais on ne peut pas nourrir une personne par des perfusions. Il y a des systèmes entiers qui ne seront pas utilisés de son corps et qui finalement vont disparaître ou vont baisser en termes d'intensité de rendement. Il faut donc nourrir le sol. Et nourrir le sol demande des produits bio-organiques ou des stratégies bio-organiques de création de l'humus. On voit par exemple qu'en forêt, la forêt est un système en équilibre. On ne trouve pas de plantes malades en forêt. Pourquoi? Parce que quand une plante est malade, elle va simplement mourir, mais la vie ne meurt jamais. C'est-à-dire qu'en décédant cette plante, elle va produire l'humus qui est la base de la vie de tout le système. Donc, je me suis demandé comment créer donc un système fermé mais ouvert en même temps qui va s'auto-développer et s'auto-équilibrer. C'était l'agroforesterie. Mais nous sommes aussi à la recherche des rendements. La forêt est toute belle. La forêt produit. Quand on marche en forêt, si on se perd en forêt et qu'on connaît la forêt, on ne peut pas mourir de faim. On ne peut même pas mourir de froid. Il y a des arbres qui vont produire une certaine énergie qui peut nous réchauffer. Ça, c'est un tout autre sujet. Mais on ne peut pas mourir de faim en forêt parce qu'il y a à manger à profusion. Mais nous sommes agriculteurs aussi dans les rendements. La forêt, peut-être, oui, va nourrir toute personne ou toute forme de vie, mais est-ce qu'elle va donner assez pour générer de la richesse? Ça, c'est une autre chose. Et il fallait trouver donc un moyen d'associer agroforesterie, c'est-à-dire de l'agriculture qui mime un petit peu ce qui se passe en forêt. Donc, on a des arbres, on a des plantes d'une strate plus basse, on a des plants au niveau du sol, on fait une occupation rationnelle de l'espace, avec ce qu'on appelle agriculture bio-intensive, c'est-à-dire on optimise l'occupation du terrain et on optimise le temps de cette occupation du terrain. Par exemple, sur une planche de culture, on va mettre la carotte aux 10 cm, alors qu'habituellement, les gens vont mettre la carotte aux 30 cm. Donc, on permet ainsi d'avoir une intensité de récolte et on l'associe à l'agroforesterie. Nous sommes en train de lancer une expérience à la ferme de Lolodorf où on avait un réservoir central d'eau pour l'irrigation, mais nous allons empoissonner ce réservoir central. Nous allons utiliser cette eau de poisson pour irriguer 1000 mètres carrés de maraîchers et nous allons faire le pari que ce 1000 mètres carrés de maraîchers va nous donner le rendement d'1 hectare de maraîchers en conventionnel. C'est quoi? C'est simplement la biomasse. Nous recommandons fortement aujourd'hui, nous l'avons fait par le passé et nous ne le faisons plus, de ne pas faire de monoculture. Un système doit être équilibré. L'équilibre, c'est quoi? C'est l'eucalyptus qui va produire, par exemple, des essences ou des odeurs qui vont chasser certains bioagresseurs. C'est le citron qui produit autre chose qui va protéger le cacao. On a, par exemple, certaines plantes, comme l'oignon qui va protéger la carotte qui va protéger l'oignon contre certains insectes. Donc, un système biodiversifié est un système en équilibre. On recommande l'utilisation des mycorhizes pour le sous-sol pour créer un réseau souterrain. Bref, c'est toute une intelligence qui se trouve maintenant derrière les systèmes que nous essayons de mettre sur place, sur pied à Lolodorf et dans le conseil que nous donnons aux agriculteurs que nous suivons. J'ai vraiment hâte de voir les résultats de votre expérience. Produire autant de biomasse sur 1000 mètres carrés que sur 1 hectare, ça, ce serait révolutionnaire au Cameroun. C'est impressionnant. C'est sûr. Le problème auquel nous faisons face, et ça tu le sais depuis le début, c'est l'idée est excellente, le plan est bon, c'est maintenant l'implémentation du plan. Par exemple, quand nous avons dit à notre chef d'exploitation là-bas, OK, on va lancer la pisciculture dans le réservoir central, il nous a suggéré de ne pas faire ça, d'aller plutôt creuser un autre étang pour trouver de l'eau pour irriguer le champ. Donc, il a fallu lui expliquer la démarche et jusque-là, il est dubitatif. Donc, il faut le convaincre. J'ai beau être son patron, c'est lui qui doit implémenter la stratégie qu'il faille mettre sur pied. Donc, il faut embarquer, ça c'est autre chose qu'on apprend aussi,
on ne peut pas réussir en agriculture si on n'a pas une équipe top, une équipe impliquée et une équipe qui comprend exactement la démarche que nous sommes en train de faire. Et ça, c'est essentiel. Et dans le conseil de suivi que nous donnons maintenant à nos clients que nous suivons, dont nous suivons les plantations, ils nous demandent comment réussir. C'est le Saint Graal, personne ne le sait, nous-mêmes, nous ne le savons pas. Mais nous pouvons trouver des stratégies pour réduire les risques, pour augmenter l'efficience et avec un peu de prière, on réussit à atteindre les objectifs qu'on se fixe. Mais ce sera une très belle expérience chez Elsa. Nous la partagerons sur notre page Facebook, sur notre site web, semaine après semaine, l'évolution de cette belle aventure. Je laisserai le lien vers la page Facebook de la ferme de l'Odeur dans la description de cette vidéo. Donc, il n'y aura même pas de questions à se poser, ce sera seulement disponible. Donc, comme tu l'as dit, le personnel, l'équipe, en fait, est une des clés de la réussite. Après 7 ans en agriculture, après avoir traversé plusieurs périodes où je croyais que c'était finalement le bon départ et les désillusions se sont toujours présentées quelque temps après, je peux dire aujourd'hui que nous avons une équipe formidable, nous avons des gens engagés, mais la réussite de tout projet passe par l'équipe, par les ressources humaines, particulièrement pour ceux qui se trouvent loin. Ceux qui se trouvent à 3 km, 1000 km, 12 000 km, ou parfois ceux qui sont même dans leur propre champ et dont les employés ne suivent pas les directives. Donc, il faut trouver un moyen de responsabiliser l'équipe qui travaille dans le champ avec des projets peut-être innovateurs, des projets qui sont valorisants, avec peut-être une certaine forme de rémunération, bonification pour ces personnes-là. Parfois, c'est difficile à leur faire comprendre ça parce qu'ils sont plus dans le maintenant que dans le après. C'est exactement le problème qu'on a. Mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir qu'avec des choses innovantes que nous sommes en train de mettre sur pied, avec les premiers résultats que nous obtenons, parce qu'il n'y a pas de meilleure fierté pour l'employé lui aussi, de voir que le plan qu'il trouvait un peu bancal au début commence à porter des fruits et il commence à y croire. Et c'est lui qui appelle pour dire boss, regarde, on a fait ça là, tu avais dit que ça allait donner dans 1 mois, mais on a déjà les premiers résultats juste après 2 semaines et demie. Lui-même, il est satisfait, lui-même, il est étonné, et lui-même, il devient plus convaincu qu'il faille encore aller plus vite. Donc, c'est cette implication qui est essentielle. C'est ce que nous allons chercher dans notre équipe à Lolodorf et dans les projets que nous menons chez certaines personnes. Nous avons de grosses plantations que nous suivons, de bons résultats. Nous avons une stratégie qui est stratification dans l'espace, en hauteur et de façon horizontale, et aussi dans le temps, parce que nous essayons de faire ce qu'on appelle une contraction du temps agricole. Nous essayons de ne pas dépendre des saisons. Ça ne dépend pas uniquement de l'eau, mais ça dépend des stratégies. Je vais donner un exemple très rapide. Les gens veulent lancer de la papaye pour avril. Oui. Donc, ils se disent, la papaye met 2 mois en pépinière. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent qu'ils vont lancer leur pépinière de papaye en février pour être prêts le 1er avril. Ça, c'est ce qu'on fait conventionnellement. Mais nous leur disons, non, ne faites pas ça. Lancez votre pépinière de papaye maintenant. Ils demandent pourquoi. On va traverser la saison sèche, comment on va faire? Je dis, mais écoutez, vous prenez des plus gros sacs de pépinière, vous mettez vos sachets, vous mettez vos plants dans ces sachets-là, ça prend 2 mois pour que votre plant soit prêt. Tout le monde est d'accord. Alors, ça vous met du 15 novembre, par exemple, au 15 décembre, 15 janvier. Ça fait 2 mois. Mais vous n'allez pas planter le 15 janvier. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez garder encore en pépinière 15 février, 15 mars, 15 avril, ça fait 3 mois. Étant donné que votre plant va mettre 3 mois de plus, quand vous allez le planter le 15 avril, mais votre plant aura déjà 3 mois. Et si c'est la variété, par exemple, IPB9 Kalina que nous commercialisons, ou IPB4 Golden Papaya, elle sera en floraison après 3 mois. Et vous aurez votre premier fruit 3 mois plus tard, ça veut dire au 15 juillet, 1er août, vous aurez votre premier fruit. Par contre, l'agriculteur conventionnel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une variété normale, la Solo qu'on trouve au Cameroun, par exemple, qui va donner des fruits après, on va dire, 10 mois à 12 mois. Il va lancer sa pépinière le 15 février, il va mettre ses plants en sol le 15 avril et il va attendre un bon 10 mois pour avoir ses premiers fruits le 15 février 2021. Or, nous, c'est depuis juillet 2020
on est sur le marché. Donc, ce sont des stratégies qui ne dépendent pas uniquement des pluies, mais ça dépend du thinking, de la réflexion que l'agriculteur met sur pied pour amener de l'efficience dans ses projets. Donc, ce sont des choses comme ça que nous travaillons. Nous apprenons ça à nos clients. Nous leur montrons comment faire une contraction du temps et faire aussi une contraction de l'espace, ou plutôt augmenter l'espace tout en restant dans une même superficie par l'optimisation. Waouh, waouh, waouh. Ça, ce sont des concepts vraiment très, très intéressants à implémenter, à développer. Quoi. Il faut y réfléchir, en fait. Je ne peux être que d'accord avec toi sur la majorité. Juste un point que je voudrais apporter, c'est un petit exemple. Un des problèmes que nous avons, c'est certaines cultures qui sont, je dirais, qui font partie de notre culture. Okay? On s'est levé depuis des décennies, on pense palmier à huile, on pense cacao, on pense café, on pense plantain. Mais quand j'achète une barre de chocolat à Montréal qui me coûte environ 500 francs, et quand je regarde la quantité de cacao qu'il y a dedans, si ça fait 2%, c'est que c'est beaucoup. Et que je vois que mon agriculteur gagne par kilo de fèves, il gagne 1000 francs, je trouve qu'il y a une injustice là-dedans. Alors, je dis à mes clients qui veulent se lancer ou qui sont fiers de dire qu'ils ont du cacao, j'ai dit, OK, c'est parfait, mais n'augmentez plus vos superficies et pensez à transformer. Ça, c'est la première des choses. Des clients, par exemple, qui sont fiers dans la grandeur des superficies. J'ai un client qui a 100 hectares, dont 18 hectares de palmeraies. Je lui ai dit d'arrêter tout ça. Je lui ai dit, ta palmeraie ne te rapporte rien. Tes coûts d'entretien sont élevés. Les coûts de transformation, tu vas transformer en huile, tu vas peut-être transformer en savon. Ce ne sont pas des cultures rentables sur petite superficie. Et quand je parle de petite superficie, c'est moins de 200, 300 hectares parce qu'il faut une mécanisation et la mécanisation devient rentable à partir de certaines grandes superficies, de certains chiffres. Donc, il y a le choix des spéculations et il est important d'abandonner les spéculations conventionnelles, cacao, café, palmier à huile. Le maïs, par exemple, est une bonne spéculation quand on veut en faire pour manger ou qu'on a peut-être son poulailler à côté. Ce n'est pas une spéculation qui est faite pour vendre, pour se faire de l'argent, à moins de cultiver sur des centaines d'hectares, par exemple. Donc, nos Camerounais, nos agriculteurs, nos Africains doivent apprendre, et c'est très important, le choix des spéculations en fonction du marché dans lequel on se trouve, aller souvent au marché dans la boue, voir qu'est-ce que les femmes vendent, voir qu'est-ce qui est rare, voir qu'est-ce qui passe. Des spéculations rares à haut rendement, des spéculations usuelles qu'on trouve qui passent rapidement mais qui se font vite aussi. Il faut faire un choix, un mix de tout pour que le champ puisse sortir. Certaines spéculations de façon annuelle, d'autres de façon trimestrielle, d'autres de façon mensuelle, mais que votre plantation et exploitation sortent à tout moment X, comme on disait en mathématiques, ou T, tant T, qu'il y ait toujours quelque chose que vous puissiez extraire de votre champ pour le marché. Sur le marché. Vraiment, vraiment intéressant. J'aimerais revenir quand même sur un point que tu as mentionné il y a quelques minutes, à propos du personnel dans nos fermes. Tu as parlé qu'on doit éduquer notre team, notre équipe, et je trouve vraiment ça super important. Pourquoi? Parce que bien souvent, surtout lorsqu'on vient en retour de la diaspora, on vient avec de nouvelles techniques. Moi, on ne prend pas la peine d'expliquer doucement à notre employé, voilà, je fais ça parce que, ou bien tu feras cela parce que, enfin, tout lui expliquer de façon à ce qu'il puisse comprendre et être vraiment partie intégrante du processus qu'on veut mettre en place simplement. Donc, je voulais simplement revenir sur ce point-là et le souligner, parce qu'il ne faut pas seulement dire faites ceci, donnez les autres, faites cela, mais il faut que la personne qui va exécuter puisse réellement comprenne de quoi il s'agit pour pouvoir être impliquée simplement. Oui, c'est un point important. Le problème que nous avons, c'est que nous ne sommes généralement en communication qu'avec notre chef d'exploitation, c'est-à-dire celui qui dirige tous les employés. Et c'est lui qui nous donne la température de l'exploitation, ça va, et en général, il dit que ça va bien. Okay? Ou ce n'est pas forcément qu'il est malhonnête, c'est que pour lui, tout va bien. S'il y a 3 plants qui sont en train de mourir, qui ont un champignon qui peut dévaster le champ en une semaine, il ne le voit pas, il n'anticipe pas. Donc, c'est des problèmes que nous avons. Il faut trouver d'abord déjà une façon de communiquer avec notre chef d'exploitation, mais de communiquer aussi avec des employés qui sont sous ses ordres. Parce qu'on peut avoir des perspectives différentes. Ce n'est pas parce qu'il est malhonnête, c'est simplement qu'il faut avoir plusieurs canaux de communication. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, oui, il faut communiquer dans quelle direction on s'en va et pourquoi on s'en va dans cette direction et quel est le bénéfice des employés d'aller aussi dans cette direction que le propriétaire ou le promoteur veut implanter.
Donc, c'est un autre problème. Mais pour te dire la vérité, Chelsea, régler le problème des ressources humaines dans les exploitations agricoles ou dans les entreprises au Cameroun, c'est le Saint Graal. C'est extrêmement difficile. J'en connais pas qui ont réussi à 100% à trouver. Tout ce qu'ils essayent de faire, c'est diminuer les risques, augmenter l'efficience tout doucement, essayer d'atteindre un certain niveau, le point mort ou quelque chose comme ça, pour dire, OK, en attendant, on fonctionne de cette façon-là. Mais il y a quand même des technologies qu'on peut utiliser déjà. Par exemple, pour la présence des employés au bureau, on a des logiciels qui permettent de savoir quand est-ce que le personnel est arrivé. Ils se sont logués sur l'ordinateur, on sait où se trouve l'ordinateur. Donc, il y a ces choses-là pour savoir à quelle heure ils arrivent et tout. Ça, c'est pour la partie bureau de mon entreprise. Pour la partie du champ, c'est sur, la partie du champ, c'est sur rendez-vous. Rendez-vous, c'est sur le terrain, on juge à partir des résultats. Mais moi, particulièrement, j'ai une très bonne équipe, que ce soit dans l'entreprise à Yaoundé ou que ce soit à l'exploitation à Lolodorf. Et je prie simplement que ça continue comme ça. Wow, c'est clair que si tu es une bonne équipe, on peut dire que tu es chanceux. Oui, définitivement, oui. Parce que ça, comme tu as dit, c'est le Saint Graal, c'est pas facile et c'est la cause d'échec de beaucoup d'entreprises agricoles au pays. Qu'est-ce que tu penses des formations de personnel? Est-ce qu'un entrepreneur agricole doit prendre le temps, de temps en temps, de former son personnel sur des techniques particulières, les envoyer vraiment en formation, un peu comme on fait en entreprise traditionnelle, quoi. Nous sommes ici au champ. Est-ce qu'on devrait faire ça aussi au champ? Chelsea, je vais reposer la question, je vais te poser la question d'une autre façon. Si on pense que former un employé coûte cher parce qu'on a peur qu'il s'en aille, combien ça coûte d'avoir des employés stupides au champ qui vont gaspiller des engrais, les semences, le temps? Ça coûte extrêmement cher. Un employé qui utilise, par exemple, vous avez un hectare de tomates en monoculture, ce que je ne recommande pas, ce que beaucoup de gens font, et qui confond l'herbicide avec un fongicide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'herbicide et il va simplement pulvériser sur toute votre tomate, et quelques heures plus tard, vous avez perdu un champ de tomates après 2 mois de culture. Ça, c'est un exemple simple. Au niveau des rendements, un employé qui n'est pas bien formé ne va pas appliquer les bonnes techniques agricoles et vous n'aurez pas les rendements escomptés. Alors, c'est aussi simple que ça. Les gens pensent que ça coûte cher et c'est un risque de former des employés. Moi, j'estime que si ça me coûte, on va dire, 150 000 francs pour qu'un employé puisse être formé, aller suivre des formations les week-ends ou quelque chose comme ça ou pendant 2 semaines, revenir au champ et appliquer ça ne serait-ce que 2 saisons, avant de partir, et j'ai rentabilisé mon 150 000 francs CFA parce que je vais passer peut-être de 1000 cajots de tomates sur mon hectare à 1200, 1300 cajots. Et qu'est-ce que ça rapporte, 1200, 1300 cajots? C'est de l'argent. Donc, il faut former notre personnel. Il faut accepter le risque qu'un personnel formé va partir et c'est normal, c'est dans le cadre logique d'une profession de quelqu'un, de son cheminement de vie. Plus il a de connaissances, plus il a de la valeur et plus il va en demander. Donc, c'est tout à fait normal. Mais il faut investir sur le personnel parce que c'est ainsi que nous, promoteurs et agriculteurs, collectivement, nous allons augmenter le niveau de notre agriculture, les rendements de notre agriculture. Et quand la base de notre hectare de tomates sera désormais 1500 cajots et non 1000 cajots, je prends un exemple quelconque, on saura que la prochaine étape, c'est d'arriver à 2000 cajots. Donc, collectivement, nous avons avantage à former notre personnel parce que si Pierre quitte l'exploitation d'Alain pour venir chez moi, je sais que Pierre est quelqu'un de formé. Il a reçu la même formation à laquelle j'envoie mes employés normalement. Et la même chose, si un employé quitte chez moi pour aller chez Pierre, c'est exactement la même chose dont nous profitons tous. L'agriculture camerounaise profite de cela et finalement, l'agriculture africaine est l'image qu'on a des Africains. Donc, c'est absolument nécessaire. Voilà, je crois que tu as parfaitement répondu à cette question-là. Je suis absolument satisfaite. OK, donc après 7 ans, justement, de cette aventure agricole au Cameroun, hein, du Canada, il faut le dire, quelles sont tes perles? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimerais dire à celui qui se lance nouvellement aujourd'hui? Oh. Quelles sont tes perles? Ça, c'est de toute beauté. Ça, c'est de toute beauté. La première des choses, et j'ai lancé d'ailleurs
un produit qui s'appelle devenir rentier agricole sur micro-superficie. C'est quoi ce produit-là? J'ai longtemps réfléchi. Et d'ailleurs, ça revenait, c'est vraiment drôle chez ça parce que ça revenait. J'ai été inspiré par une vidéo sur ton canal YouTube. Je pense que c'était avec ta sœur qui parlait des investissements, qui parlait de comment dépenser son argent, quelle quantité mettre de côté, pourquoi des fois il faut emprunter pour investir ou pas emprunter pour investir, quand est-ce que c'est acceptable et tout. Je me suis rendu compte que nous avons beaucoup de problèmes, que ce soit dans la diaspora ou des gens au Cameroun. Par exemple, quand on a un certain âge, on a une famille, sa propre famille, puis on a une famille un peu éloignée, ses parents, ses cousins et tout, qui ont besoin d'un coup de main. Et chaque fois, on doit envoyer 50 000 francs, 100 000 francs. Un petit problème de... Lancer dans la quête des superficies. La quête des superficies, c'est quoi? C'est dire, j'ai 10 hectares de bananiers plantains. Ah non, 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 moi j'ai 30 hectares de bananiers plantains. Ah, l'autre dit, mais vous êtes petit. Moi j'ai 100 hectares de palmiers à huile. Mais aucun des trois n'est rentable. Chaque fois qu'on rentre dans le sujet, vraiment, on voit les frustrations pour dire, je dois encore désherber 10 hectares. Et quand j'arrive au 10e hectare, le premier hectare a recommencé l'enherbement, je dois recommencer à zéro. Donc, je me suis rendu compte que la course vers les superficies n'apportait pas les rendements. Ce n'était pas ça qui rendait riche. J'ai donc produit, à partir des recherches, et de la documentation et des réflexions, un document qui s'appelle « Devenir rentier agricole sur micro-superficie ». C'est quoi? C'est dans sa cour de maison, sur un petit terrain de 500 mètres carrés. Comment est-ce qu'on peut faire, avec 100 000 francs ou 50 000 francs, planter des papayes, des fraises ou des pommiers ou n'importe quoi, ça peut être n'importe quelle spéculation, pour aller chercher une rentabilité parce qu'on est capable d'arroser 500 mètres carrés. On a juste besoin d'une source d'eau. C'est facile avec un arrosoir. 1 hectare de terrain. Effectivement, 1 hectare de terrain, 2 hectares, nous n'avons pas encore les capacités techniques, en réalité, ou financières, pour la plupart, de mettre des systèmes d'irrigation efficients sur 1, 2, 3, 4, 5 hectares, mais nous voulons faire 4, 5 hectares de plantation. Ce n'est pas normal. Donc, la perle que je peux dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est que j'ai appris que ce n'est pas important les superficies, la grandeur des superficies, c'est l'optimisation de l'espace qu'on a. Pourquoi je parle d'agriculture bio-intensive? C'est parce que je veux produire sur 1000 mètres carrés l'équivalent biomasse de quelqu'un qui a 1 hectare. Et moi, je sais que je peux arroser mon 1000 mètres carrés même avec un arrosoir. Lui ne pourra pas irriguer ses 10 000 mètres carrés. Ça, c'est de 1. La deuxième chose aussi que j'ai apprise, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est à l'étranger ou même à 50 km de sa plantation, on ne peut pas y être tous les 2 jours. Pour sécuriser sa plantation, c'est un peu comme ta sœur disait, dans un investissement, il y a du court terme, du moyen terme et du long terme. Si je prends le court terme, on va prendre par exemple du maraîcher, par exemple, du piment, la tomate, du gombo. C'est au risque parce que ça peut être détruit par un champignon en un week-end, mais c'est aussi des spéculations qui peuvent rapporter des sous. Ou pas, parce que quand le marché est très faible, c'est-à-dire qu'il y en a plein sur le marché, on ne fait pas d'argent. Donc, il y a le court terme. Il y a le moyen terme, qui peut être le plantain, mais en réalité, le plantain ne donne pas d'argent parce qu'il se fait voler rapidement. Les bails sur le marché sont très bizarres. Exactement. Mais ce que je recommande maintenant, c'est la papaye. C'est vrai que je suis distributeur de papaye, mais j'ai aussi étudié la rentabilité de la papaye par rapport au plantain. Donc, je recommande aux gens d'aller plus vers la papaye que le plantain, mais je leur demande de mixer peut-être les deux, un pourcentage de papaye, un pourcentage de plantain, parce qu'il y a aussi une obligation sociale à nourrir les populations et on ne peut pas vivre de papaye, on peut vivre de plantain par contre. Ça, c'est donc pour le moyen terme. Pour le long terme, c'est le fruitier. Il est important, il est quasi nécessaire de mettre des arbres fruitiers parce que c'est une rentabilité sur des décennies. Il y a des arbres qui vont produire pendant 1 siècle, 2 siècles. Donc, malheureusement, ces arbres et la durée de réflexion ou de rentabilité ou de réflexion de rentabilité de l'être humain en général, en agriculture, ne dépasse pas 1 ou 2 ans. Okay? Quand ça devient 5-6 ans, c'est trop loin pour lui. Il va faire après. Il veut d'abord l'argent tout de suite. Ça, c'est l'erreur que j'ai commise. J'ai des amis aujourd'hui qui m'avaient dit, moi, je fais dans le fruitier, je vais aller dans le maraîcher après. C'était en 2014. Aujourd'hui, ils sont en train de récolter leurs avocats, leurs mangues. Moi, j'ai pris la démarche contraire. Non, je vais dans le maraîcher, dans le court terme. Ça va me produire des sous.
et avec ces sous-là, je vais mettre le fruitier. Okay? Alors, j'ai compris aujourd'hui que si quelqu'un doit lancer une exploitation agricole, qu'il soit à l'étranger ou au Cameroun, si le terrain lui appartient, il doit commencer, le premier plant qu'il doit mettre au sol, c'est le fruitier. Okay? Le fruitier se plante, il demande plus ou moins d'entretien et il pousse tout seul en général. Il suffit qu'on défriche autour de lui, on lui donne quelques bonbons de temps en temps. Et 4 ans, 3 ans pour certains, 2 ans même pour d'autres, on va dire 5 ans, il nous surprend avec les premiers fruits. Donc, ça nous laisse le temps, pendant qu'on l'a planté en tout début de plantation, de faire autre chose, de mettre nos papayes qui vont produire 6-7 mois plus tard, nos plantains 1 an plus tard, de mettre le macabo, le niam, le piment, la tomate, le gombo, n'importe quoi, mais le fruitier est là. Et la deuxième chose que j'ai apprise, c'est que oui, il faut mettre le fruitier, mais entre les arbres fruitiers, il y a souvent 10 mètres, ou 7 mètres, 6 mètres pour les citrons, par exemple, ou certains agrumes. Mais entre ces arbres fruitiers, c'est l'optimisation de l'espace. C'est-à-dire, on va mettre des papayers qui vont produire après 6 mois pendant 3 ans de haute intensité et puis 2 ans d'intensité décroissante, mais qui vont produire. Mais entre ces papayers, on peut aussi mettre du macabo, par exemple, qui occupe le terrain. C'est ce que je fais à Lolodorf. J'ai 3 hectares de macabo, 4 hectares. Ce n'est pas nécessairement pour récolter. J'utilise ça comme plante de couvert de sol. Et des fois, quand j'ai besoin de 200-300 000, je vais déterrer mon macabo et je le déterre en saison où il n'y a pas de macabo au marché. Donc, j'ai appris qu'il faille mettre des fruitiers, occuper l'espace entre ces fruitiers-là par des spéculations du deuxième ordre, papaye, bananier, plantain, et occuper la strate plus basse encore par du macabo, du niam, du taro, des patates, du piment, du gombo, pour que le champ ressemble au champ de nos grands-mères. Elles étaient tellement efficientes, sauf qu'elles cultivaient pour nourrir la famille, vendre un petit peu et pouvoir envoyer les enfants à l'école. Mais c'est cette agriculture de grand-mère que nous, aujourd'hui, agro-businessmen, appelons ça comme on veut, devons prendre. On doit s'approprier de cette agriculture de grand-mère, utiliser les outils maintenant d'optimisation financière, mais c'est le retour vers le futur. On reprend la grand-mère, on l'optimise et c'est le succès qui est assuré. Donc, voilà la perle fruitier et optimisation du temps et de l'espace. Tu l'as dit de façon tellement excellente que je suis in awe, comme on dit en anglais, quoi. Parce que j'avais même fait déjà une vidéo sur ce point-là. Parce que quand je pense, en fait, à ce que faisait ma grand-mère, hein, simplement, quand elle allait prendre dans son champ, mais elle rentrait à la maison avec un peu de tout, on dirait qu'elle avait été au marché. Il y avait un peu de manioc, un régime de plantain, quelques doigts de banane, du piment, de la tomate. Elle faisait tout ça sur un petit espace. Le seul truc qu'elle n'avait pas à l'époque, je crois, c'était que comment dire ça, la culture de protéger les sols n'était pas là, malheureusement. Et aussi l'optimisation financière, comme tu viens à peine de le dire. Mais sinon, la base, elle est là, on n'a rien inventé. La polyculture est partie depuis longtemps de notre bagage, en fait. Et si je me permets de te faire remarquer quelque chose, Chelsea, ta grand-mère n'avait pas besoin de biopesticides, de pesticides tout simplement. Pourquoi? Parce que probablement le macabo, je donne un exemple quelconque, produit peut-être une substance qui est loin, une mouche qui vient attaquer l'igname, l'igname produit quelque chose dans le sol. Il y avait une protection qui était inhérente au système au complet et elle n'avait pas besoin d'introduire d'intrants. Elle n'utilisait pas d'engrais, elle n'utilisait pas de pesticides, elle n'utilisait rien du tout, elle utilisait juste ses chansons quand elle labourait son sol et les plants, parce que les plants parlent. Les plants s'expriment. Donc, elle était en symbiose avec ça et elle avait un champ magnifique. Elle pouvait revenir avec l'igname aujourd'hui, le macabo demain, le plantain après-demain ou la tomate entre les deux. Et c'est cette beauté que nous devons retrouver. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour te dire, je ne déteste pas la monoculture. Je trouve qu'elle n'est juste pas efficiente. Je trouve qu'on peut avoir de meilleurs résultats en faisant de la polyculture. Ben Richard, qu'est-ce que je peux dire? Je vais simplement te surnommer le poète de la terre, hein, parce que j'apprécie énormément ta façon de voir les choses, hein, dans l'agriculture et je suis très, très contente de ce que j'entends. Ben, écoute, Chelsea, c'est te dire, les gens m'ont dit, écoute, tu as perdu tellement de sous, tellement d'énergie en 7 ans, qu'est-ce que tu aurais changé? J'ai dit, je ne peux pas revenir dans le passé. Mais je bénis par contre les expériences que j'ai eues à traverser parce que c'est elles qui font de moi aujourd'hui ce que je suis. Si j'avais réussi de façon relative dès le premier coup,
à faire ma tomate, à faire mon piment. Je me serais contenté, je ne sais pas, d'1 million par mois. Ça me permet, en bénéfice, ça me permet d'engranger quelque chose. Je dis, oh, c'est bon, c'est parfait. Mais j'ai tellement échoué que j'ai tellement appris qu'aujourd'hui, je suis capable non pas de produire 1 million par mois, mais de produire 10 millions par mois. Je ne dis pas que je le fais. Je dis que théoriquement, avec ce que nous mettons sur pied, nous avons déjà, dans les essais pilotes que nous avons fait nous-mêmes, nous produisons déjà cela. Il faut juste implémenter à plus grande échelle. Et je n'aurais jamais su ça si je n'étais pas passé par tout ce que j'ai traversé et les gens formidables que j'ai rencontrés et les gens qui m'ont mis le genou à terre, mais qui m'ont appris énormément et je les remercie pour ce que je suis aujourd'hui. C'est ça. Comme on dit souvent, échouer, ce n'est pas une perte, hein. C'est un gain en réalité. Absolument. Tu es au sol, mais comment est-ce que je peux faire pour me relever? Et pendant que tu te relèves, pendant ce processus-là, tu apprends tellement que... Énormément, et surtout se relever avec la pierre qui nous a fait tomber pour apprendre la leçon justement de cette chute-là. C'est ça, Richard. Ben, j'aimerais seulement te demander le mot de la fin. Hein. Qu'est-ce que, voilà, pour conclure cet échange vraiment, vraiment très, très fructueux. Écoute, Chelsea, merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ton canal. Je vais profiter aussi pour parler de notre entreprise. Écoute, je travaille en développement des affaires, donc je ne peux pas manquer une si belle occasion. Je suis le propriétaire de la ferme de Lolodorf. Nous sommes une entreprise avec une éthique, pas révolutionnaire, mais une éthique vraiment très importante. Nous voulons en même temps aider les gens à rentabiliser leurs exploitations par le choix des spéculations, par l'architecture qu'ils mettent sur pied. Nous lançons en avril-mai une nouvelle stratégie de défrichage des exploitations, complètement biologique, qui ne dépendra plus des humeurs des personnes. Nous sommes en test en ce moment, ça va plutôt très, très bien. Nous ferons l'annonce d'ici 3-4 mois. Donc, nous sommes sur plusieurs projets. Nous avons des semences à très haut rendement. Nous donnons du conseil aussi, du conseil gratuit pour ceux qui ont des questions à nous poser, du conseil avisé en consultation pour ceux qui veulent aller plus loin. Notre premier objectif est d'avoir une agriculture camerounaise, une agriculture africaine qui est efficiente et nous voulons que l'agriculteur arrête d'être le parent pauvre de la société camerounaise. On voudrait qu'il marche avec fierté, la fierté de nourrir ses pairs et surtout la fierté de dire qu'il récolte un bénéfice financier de son travail. C'est à ça que nous travaillons. Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion. Non, mais Richard, c'est moi qui te remercie pour ton temps et je vais mettre ton contact dans le box info afin que tous ceux qui aimeraient te contacter puissent le faire facilement. Merci Richard. C'est un plaisir. D'accord, bye, à plus tard. Bye. Bye bye.